numéro de votre magazine Entretien, le séminaire du gouvernement, approbation du FMI octroyant à la République démocratique du Congo une facilité élargie de crédit à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains, la signature d'un accord du développement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, estimé à 1,6 million de dollars américains. Et puis, justice, dossier Matata Ponyo, là on parle bien sûr de Bukanga Lonzo, et puis la loi Tchani sur la congolité. Pour en finir, nous allons parler de la création du front civique pour éviter le glissement et également l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Comment ça évolue? Bien ou faux? Est-ce qu'il faut mettre fin à cet état de siège, bien sûr? Alors voilà les différents points que nous allons aborder tout au long de cet entretien avec mon invité. Il s'agit bien de M. Jacques Drogmois. Il est analyste politique. Bonjour. Économique. J'aime bien. Ah, j'oublie toujours ça. Analyste politique et économique. Il faut même commencer par là. Analyste économique et politique. Voilà. C'est très important. C'est très important. Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour, madame. Commençons par le premier sujet, séminaire du gouvernement sur le thème « Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats ». Madame, je pense que je ne voudrais pas dire que c'est un sujet de trop. Bon, un séminaire pour leur rappeler qu'effectivement, ils doivent aujourd'hui travailler sur base de certains indicateurs objectivement vérifiables pour qu'on s'assure que ces ministres-là sont vraiment à leur place. Hein? Laissez-moi vous dire, madame, que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des séminaires pareils. Mais c'est ce qui est plus important, c'est quoi? C'est qu'on soit capable d'évaluer l'action de chaque ministère après un certain moment. Lorsqu'on n'effectue pas les évaluations des actions de ces ministères-là, à un certain moment, on se rend compte que même le budget, les crédits budgétaires leur alloués, semblent ne pas être consommés. Si on assiste d'un côté à des institutions qui arrivent à faire des dépassements budgétaires, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres ministères peut-être qui n'arrivent pas à consommer 50% de leurs crédits. Quelque part là, il y a un problème. Moi, je pense que c'est un problème qui doit être résolu déjà en amont. Lorsqu'un ministre est nommé, il va falloir qu'il y ait un entretien clair avec son chef du gouvernement, le Premier ministre, pour que ces derniers puissent lui assigner des objectifs clairs avec des indicateurs objectivement vérifiables. Ce qu'on appelle les IOV. Hein? Le management est basé axé sur les résultats. Actuellement, c'est le mode de gestion auquel tous les gouvernements responsables, toutes les institutions responsables y recourent pour que finalement qu'on ne dise pas les ministres sont là pour juste échauffer les chaises. Voilà, madame. Et il est attendu de chacun de vous d'éviter des prises de position partisanes qui viendraient nuire à l'idée du peuple d'abord. Il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices des autorités morales. Le président de la République devant ses ministres. A-t-il raison de dire ceci? Mais est-ce qu'il y a encore d'autorité morale? Aujourd'hui, la majorité est essentiellement de l'union sacrée. Donc s'il y a autorité morale, c'est le président de la République. Donc, s'il dit que lui-même, il n'y a pas de place pour satisfaire aux caprices d'une quelconque autorité morale, il s'adresse à lui-même. Et j'ose croire qu'il sait à quoi s'en tenir à un certain moment. Il faut qu'on se le dise, n'est-ce pas? Ces ministres-là doivent répondre d'abord au chef du gouvernement, qui est le Premier ministre. Le chef direct, ce n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre, qui lui traite directement avec le président de la République. Mais nous disons, comme j'ai dit, dès le départ, il devrait y avoir un cahier des charges clair avec des objectifs à court, moyen et long terme assignés à chaque ministre. Et c'est ces objectifs assignés qui feront objet d'évaluation. Si dès le départ, vous n'avez pas assigné des objectifs clairs, des objectifs SMART,
vous pensez qu'à un certain moment, vous serez à même capable de les évaluer? Je ne pense pas. Il faut commencer par le commencement. Chaque 6 mois, ils vont se réunir pour faire l'évaluation. Cela n'est possible que si, en amont, on leur a assigné des objectifs smart. C'est ça, on n'évalue pas la personne. On évalue le travail que la personne a abattu. Et ce travail qu'il a abattu, c'est en fonction des objectifs qu'on lui a assignés. S'il n'y a pas d'objectif dès le départ, vous allez évaluer quoi? C'est très important. Moi, j'ose croire qu'on a assigné à chaque ministère des objectifs smart. C'est très important, madame, parce qu'on a comme l'impression qu'on travaille sans objectif. À un certain moment, on est étonné de constater que finalement, on a cheminé tellement pendant longtemps et il n'y a aucun résultat probant sur le terrain. Et la population continue à grincer les dents. Voilà. Vous êtes économiste, analyste économiste, économique plutôt, tel que vous l'aimez très bien. La République démocratique du Congo a obtenu l'approbation du programme du Fonds monétaire international, octroyant à la RDC une facilité élargie de crédit à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains. Et selon le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui avait fait l'annonce officielle via son compte Twitter, il s'agit bien de l'amélioration des conditions des populations congolaises. Alors, madame, merci beaucoup pour cette question parce que ça commence à en faire un peu trop. Nous avons comme l'impression que la politique de l'aumône, la politique de la main tendue ne semble pas s'arrêter. N'est-ce pas? Le FMI vous amène 1,5 milliard. Ça représente quoi par rapport aux besoins de la République? Nous avons un budget d'environ 6,5 milliards de dollars américains en termes prévisionnels, bien sûr. Et encore que le Premier ministre nous avait promis de ramener ce budget à 12 milliards. Nous attendons à ce jour les collectifs budgétaires pour qu'on ramène ce budget-là, ces prévisions budgétaires, bien sûr, de 6,5 à 12 milliards. Nous attendons et nous continuons à attendre. Là, on nous apprend qu'on vient de nous prêter. C'est un prêt, madame. Qu'on vous dise, ne pensez pas que c'est un cadeau. C'est un prêt de 1,5 milliard qu'on va libérer en 7 tranches. Allez-y comprendre, en 7 tranches, dont la première tranche, c'est pour renforcer nos réserves d'échange. Allez-y comprendre encore, madame. Et ces prêts-là, c'est les Congolais, nos enfants, qui vont le payer après. Marshall Mobutu est parti, nous avait laissé une ardoise de 14 milliards de dollars américains, dont on a eu du mal pour effacer. Et on s'est toujours posé la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec les 14 milliards. Certes, dans ces 14 milliards, il y avait le principal plus les intérêts. Et nous osons croire que cette fois-ci, ils vont être rigoureux pour qu'ils respectent les échéances en payant ce qu'ils doivent payer tel que convenu dans cet accord-là, pour que demain, les intérêts ne s'accumulent pas et qu'on se retrouve encore avec une ardoise à payer de 20 milliards après 5 ans, après 6 ans. C'est très important, ça c'est une chose. Une autre chose, moi j'ai toujours dit que cette politique de la main tendue, de l'aumône, n'aidera pas le Congo à sortir de son marasme économique actuellement. Nous avons vu avec l'arrivée d'Nzé, Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Il a travaillé pendant 1 année et demie ou 2 ans sans recourir à l'aide du Fonds monétaire international. Et le militaire était payé à l'époque, vous le savez, minimum 100 dollars. Et ce n'était pas les 100 dollars d'aujourd'hui. Voyez-vous? C'est pour dire tout simplement que, madame, dans ces pays, si nous travaillons et que nous instaurons une certaine discipline, nous instaurons une certaine orthodoxie dans la gestion des finances publiques, nous réformons nos finances publiques, je suis convaincu, madame, qu'on peut arriver à mobiliser suffisamment de moyens et peut-être on n'aura même pas besoin de cette modique somme, 1,5 milliard. Vous savez que pour le Congo, vous connaissez seulement le programme triennal du Premier ministre Sama Lukonde, chiffré à combien? 36 milliards de dollars américains. Comment compte-t-il le mobiliser? Voilà la question. Est-ce que c'est à travers les prêts que l'FMI nous donne 1,5 milliard? Quand est-ce que nous allons totaliser 36 milliards? Voyez-vous? Donc ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions pour que finalement qu'on se dise, tiens,
les chemins que nous sommes en train d'emprunter ne nous amènera nulle part, madame. Mais toujours dans un chapitre un peu similaire, les États-Unis ont annoncé avoir signé avec la République démocratique du Congo le 20 juillet dernier un accord estimé à 1,5 milliard de dollars américains. 1,5 milliard ou 1,5 milliard, je ne sais pas de quel chiffre nous parlons. Peu importe les chiffres, madame. Vous devez retenir une chose. 1,6 milliard de dollars américains. Vous devez retenir une chose que généralement les États-Unis, ces aides sont gérées par ces agences de développement, en l'occurrence USAID, généralement, madame. Et ces gouvernements ne font pas encore confiance à nos gouvernements pour leur libérer cet argent du coup comme ça. Donc, c'est encore une fois, nous sommes, encore une fois, comme j'ai dit, nous sommes dans un cycle d'endettement sans fin. Il faut rompre ces cycles-là. Et encore, comme je suis en train de le dire, les États-Unis ne mettront pas cet argent à la disposition de notre gouvernement. Bien au contraire, peut-être ça pourrait être comptabilisé en termes de balance de paiement et consorts. Mais ce sont ces agences qui vont les gérer, madame. Et en fonction des programmes de ces agences, non en fonction des programmes de notre gouvernement. Et ça doit être clair. Si nous voulons implémenter, nous voulons réaliser ce qui est prévu dans nos différents, dans notre budget, dans nos prévisions budgétaires, il est très important que nous travaillons, nous réformons nos institutions, nous réformons nos lois, nous réformons, toujours réformer pour que nous arrivions à mobiliser le maximum de recettes qui pourront permettre à ce que ces budgets quittent de 6,5, pourquoi pas à 20, pourquoi pas à 30 milliards dans 2, 3 ans. Mais pour cela, il faut avoir des objectifs bien clairs. Des objectifs à moyen, à court et à long terme. Si on travaille sur base de ces objectifs, madame, c'est possible. Mais si on travaille vaille-que-vaille, comme nous sommes en train de vivre, hein, pendant que nous disons que nous n'avons pas de moyens, nous avons suffisamment de moyens pour offrir des jeeps aux députés qui sont déjà bien payés et qui ont la capacité de s'enquérir. C'est ça des questions, des rationalités dans la gestion qui nous poussent à nous poser encore beaucoup de questions. Et j'ose croire que cet endettement ne va pas nous ramener au vieux démon, hein, où on s'est retrouvé avec 14 milliards, on a commencé à nous imposer des conditions pour qu'on puisse l'effacer. Voilà. C'est ça l'inquiétude, madame. Alors, autre sujet à présent, Monsieur Jacques Daumois, vous avez suivi avec nous quelques changements ces derniers temps dans des entreprises publiques. Et parlons d'abord de la BCC, Banque centrale du Congo, bien sûr. On voit la nouvelle gouverneure, Madame Kabedi Mbouyi, qui était d'ailleurs reçue par le président de la République. Est-ce que vous pensez qu'avec ce changement dans les entreprises publiques, cela peut nous apporter quand même quelque chose, apporter plutôt au pays quelque chose? Madame, vous savez, on a toujours dit, il y a un adage qui dit, faites-moi de la bonne politique et je ferai de la bonne économie. Vous comprenez? Si les politiciens, la politique continue à régenter l'économie de la manière dont on connaît, il ne faut pas vous attendre à grand-chose. Le problème de la Banque centrale, ce n'était pas un problème d'individu, je pense bien. C'était un problème de l'indépendance, pour ne pas dire de l'autonomie de cette Banque centrale. Et aujourd'hui, malheureusement pour nous, le Fonds monétaire international est obligé de s'ingérer en nous imposant un gouverneur. Et vous avez même assisté à, disons, au scénario qui s'est passé où le FMI hein, a exigé à ce que les deux collaborateurs du gouverneur ou de la gouverneure proposés par le président de la République puissent démissionner parce qu'il estime que cela ne va pas permettre que cette institution soit autonome. L'idéal est que cette institution reste autonome et que ça ne soit pas une caisse de résonance de la présidence de la République. C'est ça l'idéal. Mais encore que, comme nous disons, la Banque centrale ne fait que... C'est le caissier principal de la République. La Banque centrale ne gère que ce que la République produit. Alors, on peut changer de tête si cette politique d'émission, si les injonctions continuent à tomber du jour au lendemain, sans pour autant qu'on puisse respecter les cadres qui est déjà établis, les prévisions budgétaires, je pense qu'on aura tiré à terre. Et je pense bien, comme j'ai dit, si la dame est venue pour travailler, je pense que
je ne suis pas convaincu qu'elle va rester longtemps. Si les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Voilà. Justice à présent, M. Jacques Domont, vous le savez d'ailleurs, que le Sénat avait refusé de lever les immunités de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et juste après, chez la Cour constitutionnelle, qui avait demandé encore au Sénat pour un autre dossier de la zaïrianisation. Et là, après audition, l'ancien Premier ministre a été mappé, également assigné en résidence surveillée. Et 24 heures après, la Cour qui dit que, le parquet qui dit que voilà, le dossier est vide. Et maintenant, là, il y a d'autres invitations que la Cour envoie à Matata Ponyo, qui refuse d'ailleurs de se présenter. S'agit-il d'un acharnement politique? J'ai comme impression qu'effectivement, il s'agit là d'un acharnement, madame. Comment voulez-vous que, dans notre pays, qu'on commence déjà à condamner les personnes avant de les avoir entendues? On a toujours dit que, en droit, la liberté est la règle. Hein? L'incarcération, l'arrestation, ou que sais-je encore, l'exception. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vous prenez le cas de M. Matata, Premier ministre honoraire, qu'on a accusé à tort d'avoir détourné les indemnités prévues pour les victimes de la zaïrianisation. Mais curieusement, pendant qu'on l'avait déjà mappé, ils se rendent compte que les dossiers étaient vides, madame. Pourquoi cette bourde juridique? Pourquoi cette bourde judiciaire, madame? La justice ne peut pas être une justice instrumentalisée ou caporalisée. On ne peut pas commencer aujourd'hui à utiliser la justice pour écarter les potentiels candidats aux élections présidentielles de 2023. C'est ça, malheureusement, l'impression que nous avons aujourd'hui. N'est-ce pas? Ces dossiers étant finis, voilà qu'ils commencent encore à chercher un autre dossier. Mais s'ils ont des dossiers, comme nous avons dit, ils n'ont qu'à réunir les preuves suffisantes et entamer un jugement à l'encontre de ces messieurs, sans pour autant déjà commencer le condamner avant de l'avoir entendu. Mais malheureusement, c'est l'impression que nous avons aujourd'hui. Les personnes, les Congolais sont condamnés même avant qu'ils aient eu les moyens de leur défense. Et c'est cette justice que nous ne voulons pas. Nous avons besoin d'une justice juste pour la République. Il ne faut pas que ce soit une justice qu'on instrumentalise, qu'on utilise pour éliminer les potentiels candidats aux élections présidentielles de 2023. Bon. Il y a un dossier, une proposition de loi qui est loin de mettre ensemble la classe politique, société civile au sein d'une même table. Là, on parle sur la congolité, pendant que le peuple congolais cherche le social. Mais presque tous les jours, il y a des sujets qui entrent. Je ne sais pas si c'est pour essayer un peu d'embrayer le peuple ou comment. C'est de la diversion, madame. On est dans la diversion. On est dans la diversion. On est vraiment dans la diversion, en lieu et place d'aller à l'essentiel, madame. Bon, heureusement, vous avez dit que ce n'est qu'un projet. Ce n'est qu'un projet, et encore que ce n'est pas encore débattu au niveau de l'Assemblée. Hein, je n'aimerais pas trop m'y apaisantir, mais ce que je voudrais dire tout simplement, que si ça arrivait que l'Assemblée nationale puisse le mettre à son ordre du jour, je pourrais dire que le Congo va faire un recul. Parce que pour moi, cette loi, c'est une loi rétrograde qui nous ramène 30 ans, 50 ans en arrière. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec ce que nous vivons aujourd'hui, les Congolais se retrouvent partout. Les Congolais se marient avec les autres nationalités. Est-ce que ça serait un péché pour un Congolais, pour un enfant né d'un papa congolais ou d'une mère d'autres nations, demain de prétendre briguer la présidence de la République s'il en a le moyen et les compétences? Voyez comment, madame, on est tenté de chercher le pouls sur les têtes des chauves. Mais nous comprenons, madame, comme nous disons, c'est une loi qui est taillée sur mesure avec un seul objectif, écarter encore davantage toute personne
susceptibles de briguer la présidence en 2023. Et comme j'ai dit, heureusement que c'est encore qu'un projet. Et j'ose croire que ça ne pourra pas aboutir. J'ose croire. Parce que si ça aboutissait, vraiment, je pense que ça serait, comme on dit, un recul jamais connu dans notre pays. Qu'est-ce que vous allez dire de tous ces... et même ça s'appelle Demi-Dakar. Quel péché ils ont commis d'être nés d'une mère blanche ou d'un père blanc. On ne choisit pas la voilà, famille. On ne choisit pas la famille. Mais dès lors que notre Constitution a déjà défini cette matière-là, la nationalité définie dans notre Constitution, nous ne voyons pas que vient faire cette loi rétrograde qu'on nous propose aujourd'hui. Mais bon, disons, comme nous sommes en train de l'imaginer, ce n'est encore qu'un projet et que ça ne pourra pas aboutir. Voilà. Et alors, toujours dans cette optique, lors de son intervention dans les ondes de Top Congo FM, Tsingi Pouloulou, député national, avait déclaré tout haut que les identités de Mobutu et de Kabila étaient serrées, douteuses. Et il y a quelques jours, les députés de l'Équateur ont eu à faire une déclaration demandant à Tsingi Pouloulou de prouver ces allégations. Et lorsque vous avez suivi, est-ce qu'il devrait dire ça dans le média? Madame, je pense que quand on est député national, on doit avoir beaucoup de réserves quand on fait certaines déclarations. Et on doit éviter de se comporter comme les hommes de la rue, n'est-ce pas? On doit avoir le sens des mesures, des paroles que nous prononçons. Monsieur Mobutu, fait maréchal Mobutu, a été président de la République pendant 32 ans. Monsieur Kabila a été président de la République pendant 18 ans. Aujourd'hui, vous venez remettre en cause leur nationalité. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Et j'encourage toutes ces personnes-là qui ont pris l'initiative de les traduire en justice pour qu'ils viennent prouver finalement que M. Mobutu avait une nationalité douteuse et ainsi que M. Kabila. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Demain, on va dire aussi que M. Tshisekedi avait une nationalité douteuse. Est-ce que c'est ça la culture politique qu'on voudrait inculquer à nos enfants? Non, madame, je pense que nous devons avoir le sens des mesures. Lorsque nous faisons des déclarations, nous devons savoir à quoi s'en tenir. On ne peut pas taxer des gens qui ont dirigé ces pays. Peut-être lui ne sera jamais président de la République, n'est-ce pas? De cette manière-là. Donc, j'ai dit, j'encourage toutes ces personnes-là qui ont pris l'initiative de porter plainte pour qu'ils viennent finalement devant les cours et tribunaux démontrer que toutes ces personnes-là avaient des nationalités douteuses. Et ça pourra servir de leçon à d'autres personnes qui se permettent de faire des déclarations sans fondement à la longueur des journées. Voilà, et avant de chuter déjà pour aujourd'hui, Deli Sessanga, député national, membre de l'Union sacrée de la Nation, qui a annoncé la création dans le tout prochain jour d'un front civique pour éviter les glissements en 2023. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de déjà commencer à constituer des plateformes ou bien il faut attendre un tout petit peu? Madame, pourquoi attendre quand sur le terrain nous avons des signaux qui démontrent que finalement l'intention de glisser est en train de nous habiter de plus en plus? Il est important qu'on puisse déjà alerter, qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme pour que nous ne tombions pas dans ces pièges-là de glissement, madame. Le pays a déjà connu plusieurs cycles électoraux. Hein? Le dernier en date, c'est celui de 2018 qui a permis à M. Tshisekedi de devenir président de la République. Donc nous devons continuer sur cette bonne lancée-là. Si certains Congolais pensent qu'il est grand temps que nous commençons à nous constituer en groupe ou en plateforme pour décourager toutes ces intentions, toutes ces velléités de glissement, madame, je pense que nous ne pouvons que le soutenir. Ce qui est plus important aujourd'hui, il faudrait que le pouvoir sache une chose, que la date de l'année 2023, c'est une année éminemment électorale.
il ne va pas falloir qu'on vienne ici avec des prétextes fallacieux, hein, madame, pour qu'on puisse enjamber cette année-là. Ça ne pourra pas se passer cette fois-ci. Le Congolais est assez mûr et le Congolais pourra se prendre en charge le moment venu. Et pour en finir, en l'état de siège, 8 officiers et un policier ont soupçonné des détournements avérés des fonds alloués aux opérations militaires ont été arrêtés. Monsieur Dogmois, est-ce qu'il faut déjà commencer à arrêter cet état de siège? Est-ce qu'il faut laisser le temps aux gouverneurs militaires de faire d'abord le travail pour amener la paix dans cette partie est du pays? Madame, vous savez, l'état de siège ne peut pas demeurer indéfiniment, madame. À un certain moment, il va falloir qu'on l'arrête. J'ai toujours dit que l'état de siège n'était pas une finalité. La finalité, c'est ramener la paix à l'est de la République. Pour ce faire, je l'ai toujours dit, il faut doter des moyens suffisants. Des moyens suffisants. Quand je dis des moyens logistiques, les moyens financiers et les moyens humains suffisants pour que cette paix-là soit imposée. L'état de siège, c'est pour une période. À un certain moment, ça va s'arrêter. Est-ce que, quand cet état de siège va s'arrêter, il y aura toujours la paix? Ou on va encore tomber dans le même travers? C'est ça les questions qu'on doit déjà se poser à un certain moment. Donc je dis, l'état de siège n'est pas une finalité. Il va falloir qu'on pense autrement parce qu'à un certain moment, ça va s'arrêter. C'est déjà la 4e fois. Je ne pense pas que la 5e ou la 6e fois, les députés vont accepter. Il va falloir penser déjà à après état de siège, c'est-à-dire doter suffisamment de moyens à nos militaires pour que finalement, qu'ils fassent leur travail. Qu'ils fassent leur travail. Est-ce que les militaires ne travaillent que pendant l'état de siège, qui est d'ailleurs, comme vous le savez, un état d'exception? Merci, M. Jacques Dogmois. Merci, madame. Voilà, fin de ce numéro d'entretien. Je rappelle que nous avons parlé autour du séminaire du gouvernement, approbation du Fonds monétaire international octroyant à la République démocratique du Congo une facilité élargie des crédits à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains, la signature d'un accord de coopération du développement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, estimé à 1,5 millions de dollars américains. Justice dossier Boukangalonzo, loi Tchani et également la création du Front civique pour éviter le glissement en 2023 et nous avons chuté avec l'état du siège. Voilà les différents points que nous avons abordés tout au long de cet entretien avec notre invité, M. Jacques Dogmois, qui est analyste politique et économique. À vous qui nous avez suivis, je vous dis merci et bonne suite de programmes sur nos antennes. Peut-être que vous êtes notre prochain invité. Au revoir. Au revoir.